bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui parce que bon, ça occupe vos vies, un syndrome de Bardet-Biedl, mais la mienne aussi. Ça a commencé justement avec ce gène BBSD dont on va fêter un peu l'anniversaire aujourd'hui de la mise en évidence. Donc j'ai un peu toutes les questions. Je m'étais dit je pouvais vous donner quelques chiffres sur BBS10 en particulier, pas sur le reste parce qu'on va dire on focalise sur BBS10. Et donc, qu'est-ce que je m'étais noté? Alors, à ce jour, en tout cas dans la base de données chez nous, on a plus de 80 patients donc de familles individuelles qui ont pu bénéficier d'un diagnostic lié à ce gène précisément. D'accord? Et ce gène BBS10, ça représente entre 15 et 20% de l'ensemble des patients BBS. D'accord? Donc, ça a été une révolution à l'époque quand on l'a identifié parce que on pensait plus, donc c'était le 10e, hein, le numéro des gènes sont indiqués dans l'ordre de découverte, on pensait plus, après les 9 précédents, qu'il y aurait un gène qui prendrait une ampleur, une fraction des patients aussi importante. Donc ça, c'était vraiment une surprise. Et il y a eu effectivement de la compétition pour l'identifier. Et un petit cocorico, hein, on a été en France les premiers à le révéler. Quoi d'autre? Ça fait partie d'une des questions, je crois, de mémoire. J'ai pas regardé dans le détail. En fait, ce gène-là a la particularité d'avoir une mutation qui représente 50% de tous les patients BBS10. C'est lié à ce qu'on appelle un effet fondateur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au cours de l'évolution de l'espèce humaine, il y a eu à un endroit cette mutation-là qui a eu un avantage et qui a été sélectionnée. Et du coup, elle est représentée plus dans la population. Et donc, il y en a une autre comme ça, une autre mutation, c'est une des mutations du gène BBS1, qui fait d'ailleurs que ce gène-là est aussi l'un des gènes les plus fréquents qui est muté dans le syndrome. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc, on a aussi contribué avec ce gène-là à déjà réaliser une dizaine de diagnostics prénataux je réfléchis, on a commencé en 2008. Ouais, ça fait 15 ans. Voilà, ça fait 15 ans le diagnostic moléculaire hospitalier sur le BBS. Et donc, il y a une dizaine de diagnostics prénataux sur le BBS10. Voilà un petit peu pour les chiffres. Ça fait quoi? Ça fait aussi un peu plus d'une soixantaine de mutations différentes. D'accord? Et puis, bon, voilà un petit peu pour l'introduction. Alors, est-ce qu'on prend les questions du coup, Véronique? Je les ai gardées dans l'ordre. Oui, on peut prendre les questions, comme ça les gens reconnaîtront aussi les questions qui ont Ouais. formulées. Je m'étais dit que je les réordonnerais, puis en fait, finalement, elles étaient assez bien ordonnées. Donc, je ne sais pas si c'était le hasard qui a fait bien les choses ou pas. Il y en avait deux que j'ai regroupées, mais sinon, effectivement, Ouais, elles étaient pas trop mal, je trouve. d'accord. OK. Alors, du coup, comment le syndrome se propage dans le corps? Alors, il ne se propage pas au sens d'une maladie comme un virus où on va avoir un point d'entrée puis une propagation un peu. En fait, toutes les cellules, quand on est atteint du syndrome de Bardet-Biedl, va porter en fait les mutations ou les variations qui sont responsables. Donc, c'est toutes les cellules du corps. D'accord? C'est pas comme on peut avoir, par exemple, pour un cancer qui n'est pas lié à une hérédité, c'est-à-dire qu'on va acquérir au cours de sa vie une mutation qui va donner lieu, par exemple, à une tumeur, ce qu'on appelle des mutations dites somatiques. Ici, on a des mutations qui sont héritées, en fait, des parents et qui sont présentes dans toutes les cellules, en fait, du patient qui est malade. Donc, il n'y a pas d'histoire de propagation comme ça. Par contre, ce qui se passe, c'est que les symptômes peuvent apparaître avec le temps. D'accord? Donc, on pense notamment à la rétinopathie pigmentaire qui, finalement, est l'élément le plus emblématiques en fait de ce syndrome, mais qui a la particularité de se révéler parmi les derniers. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une dégénérescence en fait de la rétine, qui fait qu'au début elle marche bien, mais au fur et à mesure en fait le stock de cellules de la rétine elles vont mourir ces cellules-là et quand elles sont perdues, on atteint la cécité. Qui sont à mettre au regard par exemple d'une polydactylie, qui est un signe visible assez facile, qui lui est lié au développement de l'individu et donc qu'on peut voir même déjà en anténatal, notamment lors d'une échographie pendant une grossesse. D'accord? Et c'est pareil pour les anomalies rénales, il y a aussi des choses comme ça.
Donc voilà, je pense que là-dessus, je pense avoir répondu. Après, on peut rappeler que euh, le syndrome de Bardet-Biedl, c'est ce qu'on appelle une maladie autosomique récessive. Donc autosomique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur nos chromosomes, on a des autosomes, donc c'est les chromosomes 1 à 22, et il y a les chromosomes sexuels qu'on appelle les gonosomes. Et donc, les gènes du syndrome de Bardet-Biedl, les 24 certains à ce jour-là, sont sur des chromosomes qui ne sont pas les chromosomes sexuels. Et récessif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les deux copies d'un gène BBS soient défectueuses les copies, pour que en fait, le syndrome apparaisse. Alors, je vous rappelle que en fait, on hérite de chacun de nos parents une version d'un chromosome, d'accord? Et donc, ça veut dire que dans les cas les plus fréquents, on hérite de chacun de nos parents une copie qui est défectueuse. Et c'est la somme des deux qui fait qu'on a le gène qui est totalement défectueux. Et ce qui veut dire, par exemple, que eh ben, vous les parents, moi, je peux être porteur à l'état hétérozygote, c'est-à-dire que j'ai une version qui va bien et une version qui est défectueuse, et ne pas avoir de signe clinique. Et c'est ce qu'on appelle un statut de porteur sain. Voilà. Je pense que ça, c'est clair aussi. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Est-ce qu'il faut revenir là-dessus plus en détail? Non, c'est bon? OK. Ça, je pense que c'est bon, je pense que c'est intégré. Voilà. Alors, comme on a parlé des mutations, je peux peut-être... Ah non, il y a une question qui est apparue. Le gène peut être sur plusieurs gènes ou c'est toujours sur le même CHR? alors, les gènes sont Ah, répartis. chromosome, pardon. Ouais. Les gènes BBS, ils sont répartis sur différents chromosomes. Il y a le hasard qui fait que, je crois de mémoire, BBS7 et BBS12 ne sont pas très loin sur le chromosome. Ce qui d'ailleurs avait peut-être empêché à l'époque qu'on identifie BBS12 tout de suite. Mais non, ils sont répartis. J'avais une diapositive à un moment donné où j'avais mis la répartition des gènes. Là, vu le temps imparti, je ne vais pas prendre le temps d'aller les rechercher, mais ils sont répartis un peu sur tous les chromosomes, mais pas les chromosomes sexuels, donc le X et le Y. OK. Je vais glisser sur la question, peut-on le transmettre à son enfant et l'enfant pourra-t-il le transmettre à ses enfants? Alors, ce qu'il va pouvoir transmettre, ce n'est pas sa maladie, c'est il va pouvoir transmettre en fait la version défectueuse de son gène. Donc, évidemment, comme vous, parents, vous avez transmis une seule de vos deux copies, et ben, l'enfant, ça va être pareil. Il va pouvoir transmettre qu'une seule de ces deux copies défectueuses, et donc il va pouvoir avoir des enfants qui vont très bien s'il n'a pas un ou une conjointe qui va transmettre un deuxième allèle défectueux. D'accord? Donc, c'est un peu comme on va dire de manière habituelle. On n'est pas dans le cas d'une maladie dominante où en fait on a une transmission d'une mutation qui, elle, va donner lieu directement à la pathologie. D'accord? Alors évidemment, si votre conjoint est aussi un patient atteint du syndrome de Bardet-Biedl, évidemment, vous augmentez le risque d'avoir un enfant atteint puisque vous avez une chance sur deux chacun de transmettre un allèle qui est défectueux. Voilà. Et l'enfant pourra-t-il le transmettre à ses enfants? Ben, c'est les mêmes règles qu'on vient d'identifier. Alors ensuite, je reviens peut-être sur quelles sont les causes et les mécanismes responsables. Donc, ce qu'on sait assez bien maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a un peu plus d'une dizaine d'années, c'est que l'objet qui est en cause dans le syndrome de Bardet-Biedl, c'est le cil. D'accord? Et le cil, c'est une structure. Grégory, est-ce que je peux partager des diapositives ou pas? Je vais le faire, je pense que j'ai le droit. Du coup, est-ce que vous arrivez à voir le PowerPoint que j'ai à l'écran? C'est bon. OK. Alors, je vais juste... Là, vous voyez toujours? Oui, on voit. C'est un peu petit, mais on voit. Ah ouais, c'est ce que je suis en train d'essayer de voir justement pour mettre en plus grand. Est-ce que c'est en grand ou pas? Ouais, c'est grand là. Ah, OK. Donc,
Alors, il y a un peu de texte, donc je vais le lire, comme ça vous sera. Après, je vous mettrai des images. Donc, en fait, le cil, c'est ce qu'on appelle un organelle. C'est quelque chose qui est sur la cellule, qui participe à la cellule. Et en fait, il est conservé, ce cil, depuis toujours. D'accord ? Il est quasiment présent à la surface de toutes les cellules du corps. La grosse différence, on le verra dans une image un peu après, c'est que dans certains types de cellules, donc par exemple, type de cellule, ça peut être une cellule musculaire, une cellule de la peau, une cellule de la rétine, etc. Il y a des cellules pour lesquelles ce cil il a une fonction extrêmement importante. Et notamment pour le photorécepteur. Le photorécepteur, c'est cette cellule spéciale qui permet de capturer en fait le signal lumineux et de permettre de le transformer en signal électrique pour que le cerveau le comprenne. Et ben, cette cellule-là, elle est particulièrement attachée à son cil, et son cil est présent tout le temps, et il est extrêmement important dans sa fonction et dans sa survie. D'où le fait que ces cellules-là vont avoir un souci quand le cil va être défectueux. Alors, il existe deux types de cils. Il y a un cil qui s'appelle motile et un cil qui s'appelle primaire. Et dans le syndrome de Bardet-Biedl, c'est le cil primaire qui nous intéresse. Le cil motile, ça va donner lieu à d'autres pathologies, d'autres ciliopathies, qui ont notamment plus des affections squelettiques et développementales. Voilà, on ne va pas rentrer, moi je ne suis pas un spécialiste de ces ciliopathies-là. Et le cil primaire, lui, il a un peu un rôle, c'est comme si c'était une antenne qui va sentir des choses pour la cellule. Alors ça peut être des flux entre cellules, ça peut être c'est un endroit privilégié de la cellule où on va pouvoir capter des signaux pour pouvoir en fait déclencher des programmes de développement. Ça va permettre le développement de certains organes. C'est pour ça notamment qu'on a des doigts en plus qui montrent bien que ça a un impact au cours du développement de l'embryon. Voilà, et donc il y a un nombre important de protéines qui sont impliquées dans le fonctionnement du cil. Alors, des défauts dans ces protéines-là, eh ben, vous en connaissez 24, puisque c'est les 24 gènes DBS. Tous ces protéines-là ne sont pas nécessairement un rôle qui est tellement important que ça va faire un défaut du cil. D'accord ? Mais in fine, c'est le fait que le cil ne soit pas fonctionnel qui va donner en fait le syndrome de Bardet-Biedl. Donc là, je vous illustre en fait deux types de cellules. Ce sont des images de microscopie électronique à balayage. Donc, c'est vraiment une manière de voir les cellules à très haute résolution. Alors, elles datent un peu ces images-là, mais assez parlant. Donc, à gauche, vous avez en fait les cellules de la trachée du souris. Là, j'ai compris un truc, mais je sais pas. Andrea, baisse un peu ton volume, s'il te plaît, bébé. Quoi? Il y a un micro à couper quelque part. Baisse le son. Voilà. Et en fait, à droite, vous avez un petit organisme unicellulaire, donc qui est constitué que d'une seule cellule, qui est une algue verte et qui est un modèle qu'on utilise beaucoup en recherche sur le cil, qui est Chlamydomonas. Voilà. Et lui, il a la particularité d'avoir deux flagelles qui sont ces cils motiles. Et là, vous avez aussi des cils motiles. En général, le cil primaire, il n'y en a qu'un seul par cellule. Et le cil motile peut y en avoir plusieurs par cellule. Et donc voilà, c'est vraiment une excroissance de la membrane de la cellule. Je vais dire ce que j'ai mis après. Ça, c'est une vue schématique en fait du cil. Et en gros, même si ça se ressemble beaucoup, il y a des choses qui sont communes et des choses qui ne sont pas communes. Et je dois avouer qu'on ne comprend pas encore trop pourquoi, dans le cadre d'une ciliopathie qui touche le cil primaire, alors que parfois on a les mêmes protéines des deux côtés, on ne sait pas pourquoi ça va toucher que le cil primaire et pas le cil motile. Donc ça reste encore une grande question. Ça peut paraître assez simple comme question, mais parfois les questions les plus simples, on n'a pas forcément les réponses. Voilà, et puis pour la petite histoire, c'est ici au milieu, là, vous avez deux groupes de protéines spécifiques qui sont dans le cil motile qui permet en fait au cil en fait, de pouvoir bouger de manière coordonnée. Alors là, je vous montre un cil qu'on peut voir dans des cellules grâce à nos outils. D'accord ? On utilise souvent de la fluorescence. Donc, vous avez, sur les images du haut, vous avez le noyau d'une cellule qui est en bleu ici. Et en fait, nous, on utilise en fait des anticorps. Donc, les anticorps, c'est ce que vous avez pour vous défendre quand vous êtes malade, n'est-ce pas, Véronique ?
plus ou moins bien d'ailleurs, selon les moments. Et ben, ces anticorps-là, nous, on va les fabriquer pour qu'ils aillent spécifiquement reconnaître une protéine. D'accord? Et donc, en vert, là, vous avez en fait un anticorps qui va reconnaître une protéine qui est le long du cil. D'accord? C'est une protéine qui est d'ailleurs sur la membrane du cil, donc ça nous permet de marquer le cil. Et en fait, en rouge, on va marquer une protéine qui est à la base du cil. Donc là, vous pouvez voir un cil dans une cellule d'un contrôle, avec à la base, en fait, ce qu'on appelle le centrobio. Et là, à droite, vous avez des cellules d'un patient. Et je vous laisse apprécier la taille du cil qui est beaucoup plus long que le cil ici qui est à gauche. D'accord? Et en fait, ça, c'est des choses qu'on essaye de faire en ce moment. C'est le titre de la diapositive, c'est la mise au point, en fait, de ce qu'on appelle des tests fonctionnels. C'est de pouvoir tester dans vos cellules. C'est pour ça qu'on vous embête avec des prélèvements de peau. C'est parce qu'ici, ce sont des cellules de peau qui sont mises en culture et on va demander, en fait, à la cellule, dans des conditions particulières, de fabriquer ceci. Et cette cellule de peau, ce fibroblaste, en fait, à la base, il n'a pas vraiment besoin du cil, mais on va le mettre dans des conditions où il va le fabriquer. Et en fait, cette cellule-là, elle va fabriquer ce cil et on va pouvoir voir s'il est plus grand, plus court, il a une forme bizarre, si les cellules sont plus ou moins ciliées. Et on va utiliser ça pour essayer de déterminer si les mutations qu'on a identifiées chez vous, elles sont de manière certaine responsables en fait, de la pathologie. Donc voilà, et donc pour avoir une certitude de ça, il y a plein de choses qu'on doit faire, et notamment ici, cette cellule-là, il faut encoder à peu près 2 à 400 fois cette cellule-là, la mesurer. Alors parfois, ça se fait avec des logiciels, c'est ce qu'on essaie de faire. Pour le moment, c'est un peu à la main. Donc ça prend beaucoup de temps à réaliser en fait ces expériences-là. Mais là, par exemple, vous avez le cas d'un exemple d'une patiente qui a des mutations dans le gène BDS5, pour lequel on avait un doute sur la pathogénicité de ces variants. Alors, vous avez peut-être eu dans vos comptes rendus, alors ça dépend, pour les plus anciens, ça n'existait pas encore, pour les plus récents, on va classer ces variants-là, d'accord? Donc, ça va de 1 à 5. La classe 1 et 2, ce sont des classes qu'on ne vous transmet pas parce que ce sont des variants qui n'ont pas d'impact sur le gène. La classe 4 et 5, ce sont les variants pour lesquels on a une certitude plus ou moins absolue de l'effet sur la protéine, et donc qui peuvent servir après à faire un diagnostic préimplantatoire ou prénatal. Et les classes 3, c'est ceux qui nous occupent le plus de temps et qui, pour certains retours là, de la vidéo que j'ai reconnue, voilà, on essaye de faire basculer ces variants qui sont en classe 3, soit en 1, 2, et donc il faut qu'on cherche autre chose, soit en classe 4, 5, qui va finalement asseoir le diagnostic moléculaire. D'accord ? Et donc, pour ce cas-là, on voit à droite, ici en vert, que effectivement, ces cellules produisent de manière significativement réduite des cils, et que ces cils, quand ils sont produits, ils sont beaucoup plus longs. Et il y a encore d'autres choses qu'on va faire. On va tester en fait aussi derrière si le cil il est fonctionnel. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on met en place, et on en est à la dernière étape, c'est-à-dire que en fait, la dernière étape, c'est de montrer que si jamais on devait réintroduire ici le gène normal, on est capable de restaurer le niveau normal de la cellule, que ce soit pour la taille du cil ou pour la ciliogénie. Alors ça, évidemment, on ne parle pas de thérapie génique, hein, pour être bien clair, c'est au niveau d'une cellule, on va réintroduire de manière artificielle en fait un gène qui va bien, mais c'est un peu l'idée. Et autant c'est très facile de faire un cil pour des cellules de la peau, autant de faire introduire à l'intérieur une version normale du gène, c'est très compliqué. Et donc, moi j'ai une étudiante en thèse là, qui travaille avec Hélène Delphus et moi-même, qui travaille spécifiquement sur ce sujet, sur cette dernière étape-là. Alors, sur cette diapositive, vous avez, donc c'est Hélène qui avait fait faire cette diapo à l'époque, cette illustration, qui permet de visualiser des cellules qui sont importantes et qui sont ciliées. D'accord ? Donc là, on a, pour celles qui sont en vert, le cil motile, pour celles qui sont en rouge, le cil primaire. Et donc, vous voyez, par exemple, on va prendre juste cet exemple-là, pour les photorécepteurs, vous voyez qu'il y a un cil ici. Alors, la particularité de ce cil, c'est qu'il est interne à la cellule. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on ne pense pas directement à un cil.
ce qui est beaucoup plus évident, pour, par exemple, ici, dans l'oreille interne avec les stéréocymes. Et puis voilà. Voilà. Je vais arrêter le partage, parce que comme je suis bavard, on va passer aux autres questions. C'était un peu plus clair pour vous, ça? Ouais? OK. Alors, si je reprends les autres questions... Donc voilà, les mécanismes, en gros, c'est ça. Il y a une particularité que j'ai oublié de dire, et qui, c'est comme toujours, une fois qu'on a la réponse, c'est facile, mais il y a 10 ans, ce n'était pas si évident. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait plein de gènes, et en fait, ces gènes, pour vous, c'est BBS 1 à 24, et en fait, ces gènes-là, ils ne se ressemblent pas forcément, et au début, on ne comprenait pas pourquoi on avait 24 gènes différents qui donnaient lieu à une pathologie qui est relativement homogène. D'accord ? Et en fait, on a eu des réponses, c'était à peu près il y a 10 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait eu, alors je ne sais plus par cœur, 7 ou 8 protéines qui, en fait, 7 ou 8 gènes BBS, dont les protéines s'assemblaient ensemble pour faire un complexe qui avait une fonction dans le cible. D'accord ? Et donc, en fait, il y a un certain nombre de protéines comme ça qui sont devenues des modules et qui ne sont pas juste des protéines qui sont localisées dans le cible, qui même travaillent ensemble. D'accord ? Donc ça a été une révolution conceptuelle pour nous de vraiment réussir à comprendre ça. Et ce complexe de protéines, enfin, moi, ce n'est pas moi qui l'ai appelé, hein, mais les scientifiques l'ont appelé le BBS home. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais. Alors, on dit pourquoi dans une même famille touchée par le même gène BBS, les symptômes de la maladie sont différents. Alors ça, c'est une très bonne question. Et malheureusement, je n'ai pas la réponse. Et qui fait l'objet de nos projets de recherche qui sont à venir et qui vont demander à ce qu'on aille séquencer notamment le génome un peu de vous tous, même si on a déjà la mutation qui est connue. Alors pourquoi? On pense que dans votre génome et dans les autres, il y a éventuellement des autres variations qui vont ou protéger ou aggraver éventuellement le phénotype. D'accord ? Alors après, il y a aussi d'autres raisons qui sont plus faciles à moi d'exposer, mais qui ne sont pas satisfaisantes. Il y a un côté, on va dire, pour utiliser un gros mot, quelque chose de stochastique. C'est-à-dire qu'il y a le hasard d'un développement qui fait que telle mutation chez quelqu'un va avoir plus ou moins d'impact. D'accord ? Alors ça, c'est une réponse qui ne me satisfait pas parce qu'on a toujours envie d'avoir des éléments concrets. Maintenant, le problème aussi avec une maladie rare, c'est qu'évidemment, on va pouvoir difficilement pouvoir faire beaucoup de tests, dans le sens où, évidemment, c'est rare, donc il y a peu de sujets, et on ne va pas avoir une famille où il va y avoir 25 patients malades, 25 enfants qui ne sont pas malades, et donc, évidemment, on ne va pas pouvoir faire d'études statistiques là-dessus. D'accord ? Pour essayer de tester des variants. Ce qui est faisable, c'est notamment sur les deux gènes, BBS1 et BBS10, où vous avez des mutations qui sont plus fréquentes. On peut essayer d'aller commencer à interroger des choses à ce niveau-là. D'accord ? Alors, notamment, il y a un aspect qui est très particulier. Il y a une mutation, donc la mutation la plus fréquente dans le gène BBS1, qui est qu'on appelle la M390R, qui donne deux types de phénotypes. Donc, il y a des phénotypes qui sont juste une atteinte rétinienne. Et sinon, on a le phénotype qui est en gros le syndrome de Bardet-Biedl classique, quoi, avec plus de signes cliniques. Donc ça, c'est très particulier parce qu'effectivement, c'est la même mutation et avec une expression qui est très différente dans le phénotype des patients. Donc ça, c'est les choses qu'on va mener. C'est grâce notamment à la cohorte Cobalt qu'on va pouvoir tester toutes ces choses-là. Alors, je ne sais pas si c'est satisfaisant comme réponse. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. C'est vraiment une partie qui est très compliquée. Alors, parfois, ça ne va pas être non plus sur l'ADN. Il y a d'autres choses qui existent comme de la méthylation qu'il y a sur notre ADN, qui n'est pas directement obtenue comme ça et qui peut éventuellement influencer. On ne sait pas trop. Alors, il y a ce que je vous ai expliqué avec chercher des autres allèles modificateurs.
C'est un petit peu ce qui était sous-jacent quand on parlait du triallélisme. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Voilà, c'est un petit peu l'idée que, comme il y a plein de gènes du CIL, évidemment, si on se dit qu'on a 2 mutations dans un gène BBS, si j'ai encore une autre mutation dans un autre gène, peut-être que ça ne va pas aider à la situation. Voilà. Alors, cet état de fait a été un problème dans certains pays, parce que du coup, on avait peur de trouver d'autres choses. En France, moi, je n'ai jamais tenu compte de ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a 2 mutations, pour moi, on a un diagnostic et on peut faire un diagnostic prénatal. Je ne vais pas avoir peur qu'il y ait d'autres choses. On s'occupe des 2 mutations et on rend le maximum de services aux familles par rapport à ce que la loi nous autorise. Donc voilà. Ensuite, quels sont les outils dont vous disposez pour améliorer le diagnostic pré- ou post-natal? Alors, donc, ce qui nous aide beaucoup, c'est toutes les nouvelles technologies de séquençage. Donc, il y a 10 ans, on séquençait un exon, une partie d'un gène de temps en temps. Et maintenant, on peut séquencer tous les gènes BBS d'un coup, voire encore d'autres. Et maintenant, on peut séquencer tous les gènes aussi, c'est l'exome. Et on peut séquencer aussi tout le génome. Okay. Donc ça, c'est les outils technologiques qui nous aident beaucoup. Et notamment, la famille dont je vous ai montré les résultats juste avant sur les cellules, c'était une famille pour laquelle on a dû aller jusqu'au génome pour pouvoir identifier les mutations parce que les autres outils n'étaient pas capables de voir en fait ces mutations-là. Donc voilà. Alors après, malheureusement, ces technologies-là, elles ne sont pas accessibles facilement. Ça coûte très cher. Donc un séquenceur qui séquence du génome en entier, c'est 1 million d'euros. À faire fonctionner, c'est la même chose. Et puis, c'est des débits qui sont parfois pas forcément compatibles avec un syndrome ultra rare. Alors, la chance qu'on a en France, c'est que ont été mis en place grâce au plan national de maladies rares, grâce au plan France Médecine Génomique, des outils, des financements pour des ingénieurs, des financements pour des machines qui nous ont permis de nous équiper de manière quand même assez convenablement. Donc, le diagnostic peut prendre du temps, mais voilà, il y a des endroits où c'est pire que ça, je dirais. Alors, ensuite, je peux dire un mot sur le diagnostic prénatal. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle tout ce qui est le DPNI, le diagnostic prénatal non invasif. Donc ça, c'est des choses qui commencent à venir pour le syndrome de Bardet-Biedl, où on va tester des choses comme ça, où on n'aura pas besoin de faire un prélèvement qui va chercher qui va nécessiter un prélèvement fœtal directement. On va récupérer de l'ADN dans le sang de la maman qui est enceinte. Donc, pour le moment, c'est... À combien de semaines? Alors, je ne sais pas. Bonne question. Je n'ai pas en tête les délais. Je dirais assez tôt, parce que c'est associé en général avec les marqueurs du premier trimestre. Donc, au niveau de la première échographie, je dirais. Oui, parce que tous les marqueurs fœtaux, à la base, enfin, je crois qu'il fallait attendre au moins les 3 mois révolus et on était après pour les gens en tout cas qui ne souhaitaient pas garder, dans un avortement thérapeutique. Enfin, j'avais eu cette question déjà. Donc, parce qu'on dépassait le délai, en fait. Ouais. Alors, dans le cadre d'une famille où il y a déjà un syndrome de Bardet-Biedl identifié, on ne bascule pas ce n'est pas de l'IVG, c'est de l'IMG. Donc, on bascule dans un cadre où, jusqu'au dernier jour de l'accouchement, une interruption médicale de grossesse peut se faire si on identifie un fœtus qui est atteint. Ça, c'est la loi. La différence, c'est que quand on va faire un prélèvement fœtal, il y a un risque, selon les centres, et qui est à peu près autour de 1% de fausses couches. Donc, si on fait ça sur une grossesse qui n'a pas de problème, c'est quand même embêtant. Hein. Et le prélèvement non invasif permet justement de ne pas faire ce prélèvement-là. D'accord ? Donc, ça, c'est les développements qui sont en cours. Il y a des collaborations, notamment à Paris, avec des équipes qui ont développé ça depuis un certain temps. Et on va y participer normalement au cours de l'année. Donc, voilà. C'est des techniques qui sont... voilà. En fait, il se trouve qu'il y a, alors je ne sais plus combien de temps, on va dire il y a 10 ans, il y a un chercheur qui a identifié que dans le sang de la mère qui est enceinte, en fait, il y a des fragments d'ADN du fœtus qui circulent. Et en fait, le but, c'est de les isoler et de les séquencer pour identifier les mutations sans avoir besoin d'aller chercher le prélèvement du fœtus. Voilà. Donc ça, c'est la manière d'améliorer un petit peu le diagnostic pré- ou post-natal.
Alors, l'autre truc, c'est tout bête, hein, c'est qu'on n'a pas assez de monde. Donc, moi, je suis le seul à le faire. Alors, il y en a d'autres en France qui le font au fur et à mesure. Malheureusement, avec toute la volonté du monde, j'ai d'autres missions. J'ai une mission d'enseignement, j'ai une mission de recherche. Et c'est un peu là où le bas blesse. Mais on fait de notre mieux. Et donc, voilà, il manque du monde, je pense, sur ces indications-là, clairement. Alors ensuite, qu'appelle-t-on une preuve moléculaire et quelles sont ces molécules? Alors, une preuve moléculaire, comment est-ce qu'on va dire ça? Donc, dans la part du diagnostic d'un patient atteint de syndrome de Bardet-Biedl, il y a toujours deux temps. Il y a la partie clinique et il y a la partie moléculaire. Dans la partie clinique, on fait toujours une hypothèse et ce n'est pas négatif, ni en positif ni en négatif. Et c'est pareil pour la partie moléculaire. Donc, quand vous allez voir un clinicien ou une clinicienne, elle fait une hypothèse en fonction d'un certain nombre d'éléments cliniques qu'elle va observer chez vous. Parfois, il faudra chercher d'autres éléments qui ne sont pas visibles, une radio, des choses comme ça, évidemment. Et donc, elle va poser une hypothèse, alors qui est plus ou moins certaine. Évidemment, si vous avez plein de signes qui sont liés à ce syndrome-là et qu'il n'y a pas d'autres hypothèses de ce qu'on appelle de diagnostic différentiel, le clinicien va dire, oui, mais ça, je suis sûr, c'est un syndrome de Bardet-Biedl, ce n'est pas la peine de discuter, voilà. Et nous, derrière, ce qu'on apporte en général, c'est la preuve moléculaire, c'est-à-dire qu'on va associer à la clinique un gène et des mutations. Et c'est ça le côté moléculaire. Donc, il n'y a pas de molécule particulière, si ce n'est que c'est l'ADN qu'on aura validé. D'accord ? Et après, nous, ça nous arrive aussi de faire des hypothèses moléculaires. Donc, quand, par exemple, j'identifie chez quelqu'un 2 variants dans un gène BBS5, par exemple, que je classe de classe 3, finalement, je fais une hypothèse moléculaire en disant c'est peut-être ce gène-là. Maintenant, il faut que je puisse travailler et reclasser ces variants. Et cette hypothèse va s'infirmer si c'est des classes 1 ou 2 ou se confirmer si c'est les classes 4 ou 5. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les preuves moléculaires. Et d'ailleurs, cet aspect-là, moi, je ne m'en occupais pas trop il y a quelques années et c'est devenu vraiment maintenant, c'est vraiment devenu un travail de recherche qui est important, qu'on développe. Vous voyez, on a une thésarde qui travaille, une étudiante en thèse qui travaille là-dessus. C'est vraiment devenu le nerf de la guerre. Avant, c'était vraiment d'essayer de trouver les mutations. Moi, quand j'ai commencé en 2009 au laboratoire de diagnostic, on était content quand on trouvait des variations. Maintenant, il y a plein de variations, ce n'est plus le problème parce que les technologies ont évolué. Maintenant, ces variations-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Ensuite, quelles sont les molécules liées à la perte de la vue? Alors là, je pense que la question est peut-être mal formulée. Ce n'est pas une histoire de molécules. On en revient à ce que je vous disais sur la rétine. D'accord? C'est-à-dire que ce sont ces photorécepteurs qui ne fonctionnent pas parce que le signe n'est pas fonctionnel, qui fait ces cellules-là vont mourir. Et malheureusement, ce sont des cellules hautement spécialisées qui ne sont pas renouvelées. D'accord? Et donc, du coup, une fois qu'elles sont perdues, ces cellules-là, on ne pourra pas les récupérer. Donc, je pense que j'ai répondu peut-être à cette question-là. Tous les enfants BBS ont-ils le même risque de perte de vue? Ça revient un petit peu à la variabilité. Alors moi, je ne suis pas ophtalmo, donc je ne peux pas vous répondre avec certitude. Ça reste quand même le signe majeur, le signe qui est le plus constant. Ce qui va changer, j'allais dire, c'est l'âge d'apparition des premiers signes cliniques et le moment où il y aura une cécité, quoi. De discussions que j'ai avec Hélène, en général, un diagnostic de certitude, ce qui ne veut pas dire la cécité, c'est souvent autour de 7-8 ans. On a eu quelques cas où c'était détectable que plus tard, quoi. Mais c'est des cas assez exceptionnels. Pardon. Alors, avez-vous ciblé des liens entre le ou les gènes mutés et les symptômes qui peuvent apparaître? Donc, en fait, c'est ce que nous, on appelle la corrélation entre le génotype, donc les mutations, et le phénotype, les signes cliniques. Alors, oui et non. Il y en a eu quelques-unes qui, je ne suis pas sûr qu'elles tiennent encore à l'heure actuelle. On avait, nous, à Strasbourg, identifié 2 comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que BBS16, donc le gène SDCCAG8, on l'avait associé à des anomalies bronchiques, des anomalies
des infections à répétition au niveau des bronches. Mais le problème, c'est que l'effectif des patients était assez petit, donc parfois les corrélations sont peuvent être douteuses. Bon, voilà. On en avait aussi identifié une avec le gène BBS17, LZTFL1, où il y avait une polydactylie qui était un peu particulière. Elle était dite mésoaxiale, c'est-à-dire que ça faisait le doigt surnuméral, ça faisait un peu un Y. Mais je crois qu'avec le temps, après qu'on ait publié cette étude-là, finalement, cette polydactylie, on l'a retrouvée dans d'autres gènes. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une corrélation. Il y a quelques articles qui ont montré que certains gènes donnaient a priori des formes plus graves. Je ne suis pas persuadé que ça tienne encore vraiment le coup, mais bon, voilà. Il y a effectivement des formes plus importantes, c'est ce qu'on disait, on balaye de la rétinopathie pigmentaire isolée à tous les signes cliniques. Voilà. Quelles sont les mutations les plus fréquentes? Ben, ça, on en a un tout petit peu parlé. Il y a la mutation dans BBS1, il y en a une dans BBS10. Et puis après, il y a, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, des cas particuliers. Voilà, l'île de la Réunion, ça a été une surprise. On a trouvé de nouveau un effet fondateur particulier. Alors, l'île de la Réunion, ça se comprend plus facilement parce que bah, c'est une île, donc ça a été colonisé à un moment donné par des colons, et bah, il y avait un colon qui était porteur d'une mutation dans BBS3, et visiblement, il s'est bien débrouillé pour se reproduire, et cette génération aussi, et du coup, ça a fait qu'on a plus de patients BBS3 que partout ailleurs dans le monde. On n'a pas fait le calcul, mais ça doit être, dès que j'ai un patient de l'île de la Réunion, je vais directement séquencer cette mutation-là, et ça doit être 90% des cas, c'est des patients qui sont mutés dans cette mutation-là, alors que le gène BBS3, dans les fractions des patients, c'est quelques pourcents en général. Alors chez eux, c'est quasiment tout ça. Donc voilà, d'ailleurs, on s'est lancé dans une étude où on va essayer de cartographier un petit peu tous ces effets fondateurs-là, justement pour essayer de voir s'il y a des particularités selon les pays. Alors, découvrez-vous d'autres gènes mutés? Alors oui, toujours, on essaye. Hein. Donc il y a nous, il y a nos collègues partout dans le monde. Alors, ça devient plus compliqué parce qu'évidemment, c'est des mécanismes moléculaires un peu particuliers qui mettent un peu à mal nos outils, que ce soit outils moléculaires ou outils bioinformatiques. À l'heure actuelle, le diagnostic moléculaire, il est posé entre 80 et 100% des patients BBS. Ça dépend des cohortes, ça dépend des outils qu'on utilise. Donc, ça veut dire qu'on découvrira plus tellement de gènes, ou en tout cas des gènes qui vont être mutés que dans quelques familles. D'accord? Donc, on en a quelques-uns encore qui sont en train d'être validés, mais bon, Hélène aimerait qu'on en trouve plus, évidemment, pour le labo de recherche, mais clairement, ça devient plus compliqué. Clairement. Alors, quelles sont les différences entre les souches? Alors ça, je ne suis pas sûr de comprendre. Si quelqu'un dans l'assistance a posé cette question-là, les souches, je ne suis pas sûr. C'est les gènes, peut-être? Alors, je ne sais plus en plus qui c'est qui a posé cette question, parce que je vais envoyer ça. Si personne n'est là pour se manifester sur cette question, on la passe. Ok, ouais. Alors après, si jamais c'était les gènes, bah en fait, ces gènes-là, ils ont des fonctions différentes. Donc, bah c'est un petit peu ça. Certaines mutations vont causer des défauts de cette celle-là, et puis parfois, ça va être dans d'autres situations. Donc, voilà, ce qui est certain, c'est que le phénotype va être le même, quasiment le même, mais que les mécanismes derrière vont causer finalement un défaut du cil. J'allais dire, c'est moins important pour vous que cela l'est pour la recherche scientifique. Voilà, pour comprendre le mécanisme, mais la conséquence est la même. Ensuite, l'impasse diagnostique et ses conséquences. Donc, l'impasse diagnostique, c'est quand on a exploré en fait une grande partie des possibilités et qu'on ne trouve pas. D'accord? Je dirais que l'impasse diagnostique, c'est aussi, alors, dans un degré moindre, mais les conséquences sont les mêmes, c'est qu'on a trouvé quelque chose, mais qu'on a encore besoin de travailler dessus. D'accord? Alors, les conséquences, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'on ne peut pas accéder au diagnostic prénatal, on ne peut pas accéder au diagnostic préimplantatoire, et on n'a pas la certitude que la pathologie, c'est celle-là.
puisqu'il pourrait y avoir, si jamais l'hypothèse s'infirmait, d'autres gènes qui donneraient ces symptômes-là. Et les autres conséquences, comme on a commencé à avoir des médicaments, on a parlé du 7-mélanotide, j'arrive pas à le dire, du 7-mélanotide, et ça veut dire que tant que vous n'avez pas une certitude, on ne peut pas vous donner le médicament, ce qui est assez logique, parce qu'on ne sait pas si le mécanisme derrière est le bon. Donc, ça peut avoir plus de dégâts que de le prendre en se disant, mais oui, mais ça doit être ça. Voilà. D'ailleurs, pour moi, c'est assez problématique parce que je trouve que je deviens le dernier rempart avant de donner accès à ça. Je dois vous avouer que ce n'est pas une situation agréable, mais d'un autre côté, je trouve que c'est aussi de notre devoir de rester objectif parce que voilà, il peut y avoir des conséquences. On ne sait pas ce que va faire ce traitement-là sur quelqu'un qui n'en avait pas besoin ou qui a peut-être une autre pathologie. Je veux dire, un diagnostic prénatal, c'est moi qui vais le faire, donc ça veut dire que derrière, on va donner un peu droit de... Alors, ce n'est pas ma décision, puisque ça appartient à la famille, mais derrière, il y a quand même des vies. Une IMG, ce n'est pas n'importe quoi, donc il y a une responsabilité, on ne la prend pas à la légère, mais c'est dans les deux sens, quoi. C'est à la fois quand on a quelque chose de positif, mais quand on a aussi un doute. Et c'est finalement ça qui est, je trouve, le plus dur, mais il faut accepter. Et je veux dire, ça fait depuis 2001 qu'on connaît le génome humain, lettre par lettre, ou quasiment. Ce n'est pas pour ça qu'on a tout compris. Ce n'est pas moi qui vais forcément changer ça, mais on essaye de progresser au fur et à mesure. Est-ce que j'aurais oublié une conséquence? Je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres. Bon, évidemment, l'incertitude de ne pas savoir, de mettre un nom définitif sur un gène, sur une pathologie, psychologiquement, c'est aussi, je pense, problématique. Pour ne pas minimiser cet aspect-là. Alors, ensuite, l'obésité dans le syndrome BBS, quels sont les gènes associés et impliqués? Je dirais tous. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait un gène en particulier où on pourrait dire qu'il y a une corrélation inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obésité. Je ne crois pas. Donc, c'est une réponse courte, mais je ne saurais pas quoi dire de plus. Ensuite, le traitement de l'obésité dans le BBS, comment agit-il sur la faim et le poids? Alors, ça fait écho à la présentation qui avait été faite pendant l'AG. Donc ça, Véronique, je ne me rappelle plus, mais ça va agir dans l'hypothalamus. Je vais pas dire de bêtises. C'est le récepteur MC4R. Enfin, voilà. Il y a une petite connexion qui ne se fait pas bien et du coup, qui empêche la sensation de satiété et qui dérègle un petit peu le métabolisme et notamment voilà, dans cette façon de prendre le poids et de le perdre. Donc, le 7-mélanotide permet de rétablir cette connexion avec le MC4R. Ouais, voilà. Ok, moi je suis arrivé au bout des questions qu'on m'avait transmises. Après, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, si vous avez encore d'autres questions, écoutez. Moi, je vais juste faire une petite aparté, parce que c'est vrai que souvent, moi, les questions qui me sont posées, c'est souvent vers la première personne, on se tourne vers moi pour poser les premières questions, on va dire, et c'est vrai que souvent, ce qui revenait, c'était pourquoi une telle différence, pourquoi, voilà, je suis BBS X, est-ce que je vais être plus comme ça ou plus comme ça? C'est vrai qu'il y avait toujours un petit peu ce questionnement autour de ce chiffre. Finalement, on se rend compte que finalement, ça ne reste qu'un chiffre. On parlait d'obésité il y a 2 minutes, on a des personnes atteintes de Bardet-Biedl qui sont extrêmement minces. Donc, à la limite, il faudrait peut-être justement regarder s'ils n'ont pas quelque chose qui fait que, où on a aussi des Bardet-Biedl qui ont un certain âge et qui voient encore à peu près, alors que d'autres qui sont très petits ont déjà perdu une bonne partie des photorécepteurs. Donc, c'est vrai qu'il y a une variabilité, c'est hyper compliqué. Et c'est compliqué de dire quelque chose parce que finalement, on se rend compte peut-être pourquoi d'ailleurs ce symptôme totem qu'est la rétinite. Est-ce que c'est justement parce qu'il n'y a pas cette capacité de régénérer les photorécepteurs et qu'une fois qu'ils sont morts, ils sont morts? Donc, alors que peut-être que dans d'autres cellules, ça évolue différemment et ça permet d'évoluer, voilà, de donner d'autres signaux, alors que la rétinite, ça dégénère au fur et à mesure. Mais ils ne sont pas tous égaux non plus. Comme je disais, il y en a qui vont aller très loin et puis d'autres qui vont perdre la vue très vite. Donc, c'est vraiment un syndrome qui est d'une
complexité, mais c'est impressionnant. Et j'allais dire, il y a aussi des ciliopathies, hein, donc on parle d'un même défaut cellulaire qui n'ont pas du tout d'atteinte rétinienne, hein, et qui vont avoir que des atteintes rénales et peut-être même beaucoup plus graves que les atteintes qu'il peut y avoir dans le BBS. Ouais, là, c'est toute la complexité, j'allais dire, du vivant, hein, de notre variabilité, voilà, qui font on est constitué de toutes nos variations et qui font qu'on est aussi différents les uns des autres. Donc, voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour comprendre tous les mécanismes, vous l'avez bien compris, hein, et encore, moi, je ne connais qu'une partie des choses, mais bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de précision par rapport à ce qui a déjà été dit? Comme là, il nous reste 10 petites minutes. Alors, moi, je veux bien, si je peux, Bah oui, si on m'entend. Nous, Léane a été diagnostiquée dans BBS10 et elle est ce qu'on appelle un hétérozygote composite, c'est-à-dire qu'on a apporté chacun 2 mutations différentes. Et est-ce que ça arrive justement, alors, pareil, j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire de corrélation, hein, mais là, justement, suivant les 2 mutations, j'ai recherché son dossier médical, j'avais une constatation signée Jean Muller, effectivement. Il y en a un qui est effectivement de variant 5 et l'autre variant 4. Est-ce que peut-être pour certaines personnes, il y a un variant 5 et l'autre peut-être variant 2? Est-ce que ça protège plus? Est-ce que ça limite un peu justement les signes cliniques? Ou, est-ce que ça joue ça suivant? Est-ce que ça se cumule? Ou ça se cumule, ça s'additionne, ça... Ouais, c'est une bonne question. Alors, la subtilité 4 et 5, pour moi, elle est légère. Au début, quand on avait cette classification-là qui a été mise, moi, j'aurais mis que 3 classes, hein. Ce qui ne donne pas d'effet, incertain, et ce qui donne un effet. La subtilité, c'est que la classe 5, pour nous, c'est une mutation qui a déjà été identifiée depuis 10 ans, où on a plein d'individus qui l'apportent, dont on est certain qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus d'un point de vue fonctionnel. Voilà, on n'a aucun doute absolu. La classe 4, on a aussi une certitude, mais on n'a pas aligné tous les éléments pour avoir une certitude absolue du mécanisme fonctionnel qui va être associé, quoi. Alors moi, dans le BBS, on n'a pas fait de travail comme ça. On peut avoir des mutations qui vont changer un acide aminé, ce qu'on appelle les mutations faux sens, d'accord? Celles-là sont toujours un petit peu plus délicates et c'est souvent celles-là qui vont être classées classe 3, d'accord? Et parce qu'elles vont toucher parfois à des interactions entre 2 protéines, d'accord? Alors que les classes 4 et 5 d'autres, par exemple, si vous avez ce qu'on appelle un décalage du cadre de lecture, donc vous regarderez sur le compte rendu, là, je n'ai pas la mutation avec, mais c'est en général des mutations qui vont en fait couper net la protéine et vont faire que, Ça fait un codon stop. voilà, c'est ça. Protéine plus courte. Voilà, elle est plus courte et parfois même parce qu'elle est trop courte, ça ne va pas être stable et ça va être dégradé par la cellule. Et du coup, ce que vous avez, c'est que vous n'avez pas cette protéine-là. D'accord? Donc ça, souvent, c'est des effets qui sont plus faciles à interpréter et qui pourraient paraître plus dramatiques pour la cellule. Mais ça, on le sait pas trop, quoi. Il y a certains syndromes, notamment, je ne vais pas dire de bêtises, mais je vais me lancer quand même, alors même si c'est enregistré, les collègues me pardonneront. Il y a dans le syndrome de Usher, qui est une rétinopathie pigmentaire associée à une surdité, il y a comme ça une gradation entre si vous avez 2 codons stop, vous avez tel phénotype. Si vous avez un faux sens et un codon stop, vous avez un autre type de phénotype et moins, etc. Moi, dans le BBS, je ne crois pas avoir observé ça. On va travailler là-dessus, enfin, on travaille dessus en ce moment quand on va analyser toute la cohorte, mais c'est souvent un peu compliqué à déterminer, quoi. Parce que finalement, avant d'aller rentrer dans des subtilités, on est très certain que cette variation-là a un effet. Après, dans la classification des variants, il y a aussi, on va dire, l'injustice de l'autre mutation. Si par exemple, vous avez un codon stop et qu'on identifie un faux sens, eh ben, ce faux sens-là, on va être plus généreux dans sa classification que si c'était 2 faux sens qu'on avait identifiés. Vous voyez? Parce que la probabilité, quand on a déjà une mutation dont on a une certitude absolue que la deuxième, ce soit la bonne, alors, il y a Grégory qui m'a désactivé mon micro. Merci, hein.
C'est pas parce qu'il est 53 qu'on va s'arrêter, hein, Grégory. Non, Donc, j'ai pas fait exprès, excuse-moi. Alors. non, mais j'avais vu que tu avais le clic tendu, hein. Et donc voilà, donc ce que je disais, c'est qu'il y a ce jeu-là et qui n'est pas évident. Donc, alors après, pour être très honnête, moi, quand j'ai commencé, j'étais beaucoup plus laxiste dans la manière d'analyser ces mutations-là. Et j'étais peut-être un peu plus généreux, ce qui n'est pas une bonne chose parce que on doit se retenir, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et après, il y a aussi avec le temps, c'est-à-dire que cette mutation qu'on rencontre il y a 10 ans et qu'on rencontre maintenant, alors qu'on a déjà identifié 5 cas, c'est plus la même histoire. Et par exemple, pour la petite histoire de la mutation sur l'île de la Réunion, on s'est arraché les cheveux quand on l'a identifié la première fois. Il nous a fallu de nombreuses familles supplémentaires, des prélèvements supplémentaires pour finalement réussir à démontrer que c'était la bonne mutation, quoi. Donc, parfois, c'est simplement le temps qui permet de résoudre les cas. Voilà. J'espère que c'était clair. Et globalement, il y a quand même plus d'hétérozygotes composites pour faire BBS ou il y a plus d'homozygotes? Enfin, il y a un Alors, rapport. Enfin, Alors, ça va dépendre des gènes et ça va dépendre des populations. Alors, par exemple, tout ce qui est population du Maghreb, où on a une culture où on a une consanguinité plus importante, ben, vous allez forcément avoir plus de patients qui vont avoir des mutations homozygotes. Okay. Après, ben, c'est le hasard évidemment, les hétérozygotes composites, c'est ce qu'on devrait avoir le plus fréquemment. D'accord. Après, c'est un tout petit peu biaisé pour, par exemple, la mutation M390R du gène BBS1. Puisque comme elle est plus fréquente dans la population française, c'est 0,27% des Français qui sont hétérozygotes, et ben vous aurez plus de chances de rencontrer un conjoint qui sera porteur de cette mutation-là. Et c'est pour ça qu'on a plus de patients BBS1, tout simplement. C'est lié à ça. Voilà. Alors, autre chose que je peux rajouter par rapport à ça, c'est que c'est une maladie qu'on dit monogénique, c'est-à-dire que c'est qu'un seul gène qui est impliqué à la fois. J'explicite, et pourtant, il y a 24 gènes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être hétérozygote dans BBS1, hétérozygote dans BBS10, et ça fait un syndrome de Bardet-Biedl. D'accord? C'est vraiment, il faut que je sois double hétérozygote dans BBS1 ou double hétérozygote dans BBS10. OK? Ah, c'est si précis que ça, en fait. Ouais, vous allez pas avoir... même si on pourrait se dire pourquoi pas, hein, c'est ce qui a été longtemps voilà, supposé à cause du triallélisme, à cause du fait que notamment vous avez ces protéines qui interagissent entre elles. Mais en fait, ben, moi, je suis certainement, comme je vous disais, porteur d'un des variants délétères dans un des gènes BBS. Mais mon autre copie permet de produire assez de la protéine pour que ça se passe bien. Donc, si j'ai moitié moins de BBS1, moitié moins de BBS10, ben, ça va très bien, comme vous, parents, vous allez a priori très bien. D'accord? D'accord. Et il y a une autre question dans le chat, c'est dans quelle situation on propose un diagnostic moléculaire prénatal? Donc, le diagnostic prénatal se propose dans 2 situations bien précises. Un antécédent, c'est-à-dire que il y a déjà malheureusement dans la famille une personne qui a été atteinte avec un diagnostic qui a été trouvé. Et donc, je peux, enfin, c'est pas moi, hein, la démarche, c'est que c'est le clinicien qui va proposer le cas dans un CPDPN, un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, qui va ou pas accepter la requête, puisque la requête est liée à l'extrême gravité, le côté incurable de la pathologie, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses dans la loi qui sont explicitées là-dessus. Syndrome de Bardet-Biedl, il rentre, il n'y a pas de décision, mais il n'y a pas une liste de pathologies, justement, pour pouvoir laisser la porte ouverte à des pathologies qu'on n'aurait encore jamais identifiées. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est une suspicion sur ce qu'on appelle des signes d'appel échographiques. Voilà, une polydactylie, par exemple, découverte au premier trimestre, une anomalie rénale, ou les deux. Voilà. C'est les 2 signes principaux qu'on va suspecter. Et donc là, on cherche un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que autant quand il y a un antécédent, je vais aller moi chercher que la mutation qui a déjà été trouvée, dont on n'a pas un doute. Et quand on a sur des signes d'appel échographiques, on va chercher, alors on a plusieurs stratégies, on va chercher les mutations les plus fréquentes, on va parfois faire le séquençage de tous les gènes. Ça dépend un petit peu de la stratégie à disposition dans le laboratoire à ce moment-là.
Oui, moi, Pardon. j'ai une question. La même personne pose cette question, Michel. Est-ce que c'est courant et connu? Mais en fait, c'est bien ça. Le problème, c'est que elle a été dans le cas, elle explique que la maladie avait été évoquée, mais elle n'a pas eu accès à ce diagnostic-là, parce qu'à l'époque, la petite a une dizaine d'années aujourd'hui, donc 12 ans. À l'époque, je pense que c'était pas non plus courant, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément, donc c'est pas forcément évident d'aller tout de suite. Parce qu'il y a 7000 maladies rares. Enfin, je réponds un peu à votre place, mais vous me dites si je me trompe, mais c'est vrai qu'il y a 7000 maladies rares et je pense que des fois, il n'y a pas forcément le réflexe. On est beaucoup dans le cas, enfin, moi, je l'ai vu dans le cadre des témoignages de parents à avoir accouché d'enfants polydactyles et où on nous disait, mais c'est pas grave, ça arrive à plein, quoi. Et On voit alors, ça tout le temps et ça inquiétait personne. exactement. C'est un peu et à l'inverse, c'est ce qu'on avait publié quand on a publié la cohorte de patients en anténataux, c'est que on s'était posé la question s'il y avait une corrélation entre les gènes et les signes cliniques qu'on voit en anténatal. Parce qu'en fait, finalement, le signe clinique majeur du syndrome, on le voit que vers 7-8 ans, et il est invisible à l'échographie. Hein, on peut pas, voilà. Donc, si jamais, et on s'était rendu compte que ben non, la distribution des gènes et des mutations, elle est la même quand on la voit de manière anténatale qu'en postnatal. Donc, ça voulait dire que finalement, on avait a priori autant de chances de trouver en anténatal qu'en postnatal les. Mais ça date ou pas? Parce que Michel, justement, rajoute qu'on lui avait parlé déjà, alors qu'elle était enceinte, donc je rappelle que la petite a 12 ans aujourd'hui, qu'on lui avait parlé de Bardet-Biedl quand elle était enceinte et qu'on a abandonné ça. Donc, c'était peut-être, je sais pas. Il n'y a pas eu d'investigation supplémentaire, quoi. Le problème de la polydactylie, c'est que selon l'origine ethnique, c'est plus ou moins fréquent. Par exemple, en Afrique, la polydactylie est beaucoup plus fréquente. Non, mais là, c'était pas le cas. Ouais. Il y a aussi des gènes qui ne font qu'une polydactylie. Et D'accord? puis, il y avait les reins hyper écogènes, je crois, de mémoire, Michel, hein. Donc, mais c'est vrai qu'effectivement, ça avait été abandonné. Voilà, le signe clinique, c'était les reins. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu. On se dit quand on. Bon, maintenant, c'est avec 12 ans de recul, mais c'est vrai que on est tous là aussi pour ça. C'est faire en sorte que ça soit connu pour avoir une meilleure prise en charge et un meilleur accès à tout ça, quoi. On se rend bien compte qu'effectivement, il y a eu un raté là, hein. Bon. Alors, pour être aussi objectif, c'est que. Alors, je ne sais pas quelle est la mutation au final, s'il y en a une pour cette famille-là, mais ce n'était pas évident qu'on l'ait aussi. BBS, hein. C'est BBS1, ouais. Donc, logiquement, on l'aurait identifié. Oui, parce que c'était connu, c'est pas un BBS 16 ou 17. Voilà, c'est pas. Je pose la question parce qu'on me l'a demandé aussi, parce que comme je suis en lien aussi pas mal avec les pays, alors maintenant ça un peu partout, le Brésil, les pays du Maghreb aussi, beaucoup qui enfin, apparemment ils ont vraiment pas beaucoup d'accès à la science. Je crois qu'ils s'arrêtent à BBS 10 ou 12, enfin, je crois qu'ils peuvent difficilement aller au-dessus. Mais justement, vous parlez par rapport aux populations homozygotes, est-ce que ça rajoute de la difficulté, de la gravité ou pas? Parce que ça, non, pas forcément, c'est pareil. A priori, c'est pareil. On n'a pas vu de difficulté, nous, là-dessus. Ça augmente juste le risque, en fait. Hein. Oui, c'est ça, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Parce qu'il est 15h01. Je fais Oui, l'horloge parlante. oui, je voudrais bien poser une question. Je voulais savoir si vous faites des arbres généalogiques pour essayer de voir la transmission. Parce qu'en fait, vous testez les enfants, les parents, mais pas les grands-parents ou les arrière-grands-parents s'ils existent. Vous créez ce genre de choses? Alors ça, on l'a eu fait. Des fois, on a eu des surprises d'ailleurs. Des surprises dans le sens où, notamment avec la mutation M380XR, où en fait, on s'est rendu compte, et ça a fait un peu froid dans le dos à tout le monde, que en fait, dans une des branches, on avait deux mutations qui s'étaient baladées, et puis dans une autre branche, finalement, ils avaient eu 3 enfants, et ils avaient autant de chances que l'autre branche d'avoir aussi des patients BBS, parce que l'un des deux grands-parents était aussi porteur de la M380XR sans le savoir. Et voilà. En fait, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Alors, d'une part, ça ne sert à rien, dans le sens où il va y avoir une espèce de culpabilité à se dire, oui, j'ai transmis ça, alors qu'en fait, il n'y a pas, enfin, évidemment, hein, je pense que vous posez la question aussi par rapport à ça. Non, ça ne sert à rien. Je veux dire, je pense il faut pas se turlupiner pour ça. Le seul argument pour lequel on le ferait, c'est si jamais on avait un doute
sur la mutation, si c'était un classe 3, de parfois remonter plus loin. Ça permet d'augmenter, de comprendre éventuellement si ce variant-là, par exemple, si on le retrouvait homozygote chez vous, eh ben, on pourrait l'éliminer, par exemple. On dirait, bah, tiens, bah, si madame elle est homozygote, eh ben, finalement, ce n'est pas du tout un variant qui va donner une pathologie, puisqu'a priori, vous allez bien. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on va utiliser. Alors moi, pendant des années, je faisais un peu ça. Je faisais des ségrégations, et peut-être que vous en avez bénéficié. Hein, et je faisais ça dans le but d'aider parce que les gens avaient des questions. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps, en discutant aussi avec les conseillers en génétique, que non, ça apportait plus de stress et de culpabilité. Alors finalement, bah, vous n'avez pas plus, je parle par exemple pour les conjoints ou les couples comme ça, on ne va pas réduire vraiment le risque d'avoir un enfant BBS parce que on va séquencer peut-être une mutation, celle qui est dans la famille, mais il y a 24 gènes et il y a des milliers de positions dans les gènes qui vont avoir ça. Et du coup, ce n'est pas une immunité à quelque chose, quoi. Et c'est pour ça, quoi. Après, quand il y a une demande forte, je le fais parce que voilà, moi, je ne suis pas là pour frustrer les gens non plus, mais et les conseillers génétiques font leur travail d'explication par rapport à ça. Mais oui, je pense qu'il ne faut pas, il faut pas essayer de porter une culpabilité là-dessus. C'est mon conseil personnel. Hein. Là, y a pas de... Je le donne aussi, hein, Françoise. Non, mais Parce- c'est parce que en tant que prof de bio, on utilise tellement de cas de phylogénie que ça fait partie de l'apprentissage de l'évolution de quelque chose. Donc, c'est aussi mon côté curieux en tant que scientifique, quoi. Pas uniquement ma culpabilité, même si j'aimerais savoir, c'est tout, parce que j'aimerais remonter sur des observations qu'on peut faire dans la famille. Enfin, Alors, ça m'intéresse. C'est plus de la curiosité scientifique que de la culpabilité, parce que c'est fait, c'est alors, par fait, exemple, hein. Ça, on l'a fait pour la M315XR, ça n'avait jamais été fait. On l'a fait quand on a publié il y a, il y a 2 ans maintenant une mutation particulière. On a fait de la datation. Et en fait, cette mutation M390R, alors je vais peut-être dire des bêtises là, mais il faut regarder dans le papier, mais en gros, on a montré qu'elle était apparue il y a 3500 ans. Donc ça, c'est de la phylogénie moléculaire qui est faite pas juste sur les arbres généalogiques qui mettraient trop de temps à remonter, quoi. Par contre, ce qui était intéressant, vous pouvez aller regarder l'article sur BBS3 et si vous n'avez pas accès, je peux vous le donner. Là, on a pu confronter, parce que ça, c'est ce qui est génial, c'est à l'île de la Réunion, ils ont gardé évidemment la vraie généalogie de tout le monde sur l'île. Et donc, on a confronté d'un côté la généalogie moléculaire avec la généalogie réelle, quoi. Et donc, on a pu identifier les individus d'origine, quoi. Voilà. Excusez-moi, juste pourquoi le BBS3 est plus fréquent en Réunion en fait? Parce que Parce que moi aussi je suis atteinte du BBS3, c'est pour ça que je pose la Ouais. question. Oui, oui, c'est le hasard attendez, je vais essayer de voir si je trouve une diapo en même temps que je parle là-dessus, parce que j'ai une super diapo qui explique hyper Moi facile. aussi, j'aurais une question du coup. Ouais, bah, allez-y. Je vois plus, Ah, mais pas de souci. en fait, vu que c'est une ciliopathe, si par exemple à l'avenir on fait une greffe de rein, est-ce que le rein sera atteint de la même manière? Non, parce que le rein qu'on va vous greffer, il aura le génome en fait de la personne qui vous aura greffé. Donc en fait, il n'y aura plus les gènes qui seront D'accord, il ne sera pas impacté. ouais. D'accord. Alors, il faut que je retrouve. Et est-ce qu'on peut développer un autre symptôme qu'on n'a pas eu ou pas Alors, c'est une bonne question. En fait, je voudrais savoir le risque en fait, s'il y a un risque de développer d'autres symptômes par la suite ou pas. Bah, par exemple, la rétinopathie, si vous êtes à votre voix, je suis désolé, je ne vois plus le truc. Mais voilà, la rétinopathie, ça peut être quelque chose qui se développe au cours du temps. Hein. Je veux dire, un enfant de 2 ans, on ne saura pas, il aura peut-être une polydactylie, une obésité qui commence, mais il va développer la rétinopathie après. Après, Ok. je ne veux pas dire de bêtises, il y a, j'imagine, le diabète, peut-être peut-être des anomalies rénales qui vont apparaître un peu plus tardivement selon les. Mais voilà. Là, c'est plutôt une question à un clinicien, donc je ne vais pas m'aventurer sur quelque chose que je ne maîtrise pas, mais Bon, ouais, moi, j'en profite pour dire que j'avais vu quand même un néphro un jour
qui apparemment connaissait bien Bardet-Biedl et qui m'avait dit, en règle générale, les problèmes de rein, on les voit assez tôt. C'est quand, enfin, a-t-il raison? Je ne sais pas, parce que bon, il n'en connaît pas 15 non plus des BBS, mais il m'avait dit en règle générale, c'est un monsieur qui est parti à la retraite depuis, il m'avait dit en règle générale, quand tu as 10-15 ans, il n'y a rien eu du tout, c'est rare que ça arrive après, quoi. Alors, du coup, est-ce que vous voyez la diapositive que Oui. je partage? Alors, du coup, c'est assez simple, hein. En fait, vous avez à gauche une population d'origine, on va dire les Français qui sont en métropole. Et vous avez en fait ici les 3 zygotaux rouge, bleu et orange qui ont décidé d'aller coloniser l'île de la Réunion. D'accord? Et chaque couleur est liée en fait à un variant dans un gène BBS par exemple. Et vous voyez que là, l'allèle qui est rouge, là on va dire c'est BBS3, et lui là, il était très minoritaire dans cette première population d'origine. Donc il a la distribution qu'on peut connaître d'un BBS3 en France qui est extrêmement faible, quelques pourcents. Donc il part, il va coloniser l'île de la Réunion, et puis finalement, vous voyez qu'il se débrouille bien, sa descendance, voilà, ça se passe bien, voilà. Et donc on voit que le rouge est beaucoup plus important par rapport à la situation initiale. Et même, on voit qu'il n'y a plus de vert, alors qu'au début, il y avait du vert. Et c'est comme ça c'est l'histoire en fait des populations, de comment elles se font. Il y a des grands cas connus aussi, par exemple pour la mucoviscidose, avec les colons au Québec, où il y a un effet fondateur extrêmement important, puisqu'il y avait un des colons ou des colons qui sont venus avec la fameuse mutation la plus fréquente du gène CFTR qui code pour la mucoviscidose, enfin qui va donner, si elle défectue, la mucoviscidose. Donc, c'est ces effets-là de mouvement de population qui peuvent donner ces choses-là. Alors, il y a ça qui est bêtement un déplacement. Et après, il y a de la sélection naturelle. C'est-à-dire que peut-être qu'une de ces mutations-là était présente sur un chromosome qui donnait un avantage. Parce qu'il y avait d'autres variations dans un autre gène qui faisaient que c'était plus intéressant d'avoir aussi ce chromosome-là avec ce gène-là intéressant que l'autre. Voilà. Après, tout ça, c'est très difficile à démontrer, mais c'est un peu le genre de choses. On prend une dernière question et après, on va conclure, parce qu'en plus, il y a d'autres rendez-vous derrière, notamment Grégory qui a un rendez-vous aussi derrière. Est-ce qu'il y a une dernière question? Moi, juste... Ah. Allez-y, allez-y. Moi, je voulais juste demander si dans le cas où il y a un diagnostic clinique, mais qu'après analyse génétique, on conclut sur une classe 1 ou 2, donc que le diagnostic génétique ne se fasse pas sur le Bardet-Biedl, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe, vous, ou après? Alors, ça dépend de quel test a été fait. Il faut aller au plus loin, c'est-à-dire le génome qui est fait. Après, dans le génome, il y a plusieurs niveaux de génome aussi. Voilà, ça devient très technique, mais il y a parfois des anomalies génétiques qui sont difficiles à voir dans certaines méthodes de génome. Je vais vous dire ce qu'on appelle le read court, c'est la technique habituelle. Donc, on a des petites séquences et on a maintenant des nouvelles techniques qui s'appellent les séquences longues. Bon, ça peut aider éventuellement à débusquer encore des mutations supplémentaires. Après, si on a des variants qui sont déjà identifiés, parfois, si c'est des classes 3, on va essayer de travailler pour pouvoir les résoudre, ça c'est clair. Et après, il y a encore d'autres techniques qu'on peut utiliser, parce que parfois, c'est dans le génome, même le génome, on va dire, lecture courte, mais on n'a pas encore le niveau de connaissance qui nous permet de révéler ces deux variations-là. Et donc, je vais vous donner une piste, par exemple, c'est d'analyser ce qu'on appelle le transcriptome, c'est-à-dire tous les ARN qui sont produits dans vos cellules. D'accord? Parce que donc le génome, c'est votre ADN, et parmi les différentes étapes qui conduisent à ce que la cellule marche, on va produire de l'ARN, et cet ARN-là, après, on va le transformer en protéines. Et ce sont les protéines qui sont défectueuses et qui posent problème. Mais il y a des fois, on est obligé de regarder au niveau de l'ARN. Par exemple, peut-être que dans le gène BBS4, on va se rendre compte que l'ARN de votre gène BBS4, en fait, il lui manque un exon. Et on n'était pas capable de le voir sur l'ADN parce que la mutation, elle était perdue entre les exons et on n'était pas encore capable de suffisamment l'interpréter pour la retenir comme une hypothèse moléculaire. Voilà.
Alors, voilà. Ce qu'il faut vous dire, c'est que les outils s'améliorent, voilà, mais on est aussi bloqué dans notre compréhension du génome. Et même si on a le génome, voilà, on n'est pas capable de. Je ne peux pas prendre vos 5 millions de variants et de vous dire avec certitude, ça c'est un classe 1, ça c'est un classe 5, quoi. On est encore face à notre ignorance globalement sur ça. Et bon, il faut le reconnaître, hein, c'est pénible, on est d'accord, mais voilà, on essaie de trouver d'autres alternatives pour identifier ça. Et du coup, il n'y a pas de chance qu'il y ait une conclusion de ah bah au final, c'est pas BBS, cherchons ailleurs. Ça, il n'y a pas de. En général, quand on analyse le génome, on ne va pas regarder que BBS, on va regarder le reste, quoi. Donc, mais bon, c'est sûr, hein, la problématique des ciliopathies, c'est un ensemble de maladies. Moi, j'ai eu des cas où on était en train d'analyser et on pensait que c'était un BBS, hein, il y avait plusieurs signes cliniques. Et en fait, au final, on a découpé les signes cliniques en fonction de différents gènes. On avait un gène pour la rétinopathie pigmentaire, parce qu'il y a aussi des gènes de rétinopathie pigmentaire isolés. On avait un gène pour la polydactylie, on avait un gène pour les anomalies rénales. Mais quand on regarde la clinique, ben on a un BBS avec un IRP, etc. Quoi. Et c'est là où c'est la difficulté de ces pathologies-là. Quoi. Très bien. Merci. Bon, Véronique, hein, moi, s'il y a encore 5 minutes, je peux encore répondre à des questions. Il y a juste à 16 heures, il faut que je sois parti, mais j'ai une... Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une question encore à poser? N'hésitez pas, c'est rare qu'on ait des gens avec nous comme ça, dédiés. Alors moi, c'est juste, mais ce sera peut-être pas de la génétique. Il a parlé tout à l'heure de greffe de rein. Et du coup, on ne fait pas de greffe de rétine. Puisque finalement, c'est la vue qui est touchée. Une greffe de rétine, enfin, je ne sais pas si ça se fait à l'heure actuelle ou pas ailleurs ou pas. Non, ça ne se fait pas du tout. On en avait pas reparlé, mais... Non, c'est compliqué, hein, même en laboratoire, d'avoir des rétines qui sont pas compliquées, je crois. Après, il y a la rétine artificielle, hein, voilà, mais moi, c'est quelque chose qui je trouve incroyable, quoi, d'avoir réussi à faire ça, même si la résolution reste quand même assez limitée. Mais après, la résolution et le ressenti et la gestion, et c'est encore une autre chose, quoi. Donc, non, pour le moment, la greffe de rétine, je crois pas. Bah, sachant qu'en plus, si les photorécepteurs, s'il y a une apoptose des photorécepteurs, je ne sais pas trop ce que ça peut donner au bout du bout, quoi. Ouais, c'est compliqué, hein, l'œil, ça reste. En fait, moi, c'est ce que j'ai compris. Alors peut-être que, mais pour être allé au congrès Retina, c'est là où j'en ai appris aussi pas mal sur tout ce qui est rétine. Et c'est vrai on a cette vision, on voit plein de choses, on entend plein de choses. Et maintenant, j'ai compris qu'il y avait effectivement d'un côté des rétinites pigmentaires qui touchaient l'épithélium pigmentaire, mais qui touchaient aussi qui touchaient les photorécepteurs. Et le problème, le plus compliqué, c'est quand ça touche les photorécepteurs. Et chez Bardet-Biedl, c'est le cas. C'est vrai qu'il y a cette apoptose-là d'abord des bâtonnets qui entraînent la mort des cônes derrière, et qui fait que ça rend compliqué tout, quoi. Ouais. Plus que pour d'autres, peut-être même ciliopathies, qui, elles, même pour, on va prendre le RPE 65, où eux, ils ont un seul gène qui est à la morose, on sait que c'est un gène qui est touché, et puis je crois que c'est l'épithélium en plus, donc c'est beaucoup plus simple à gérer que pour nous. Enfin, c'est le peu de... Bon, mon degré de connaissance s'arrête là-dessus. Alors, a-t-on d'autres questions du coup? Ouais. Bon, et si vous en avez d'autres, vous les envoyez à Véronique et elle fera le relais. Et puis, on fera ça de temps en temps selon les dispos des uns et d'autres. Vous n'hésitez pas, moi, ça ne me pose aucun souci. C'est vrai que la vidéo, c'est pratique. Hein. Voilà, après le tout, c'est trouver un créneau. Bon, là c'était l'occasion qui faisait le larron aussi, puisqu'effectivement, c'est le 1er mars et que c'était, comme vous le disiez tout à l'heure, une date importante, parce que c'est bien de faire cocorico aussi des fois, quand même, je veux dire, c'est important. Donc moi, je vais faire passer dans la journée des témoignages
de personnes qui ont bien voulu nous partager des petits instants de vie. Et il y a des petits. J'ai voulu aussi qu'elle nous fasse un petit mot pour les chercheurs. Parce que voilà, je trouvais que c'était important aussi de vous mettre en valeur, parce que bah, il y a nous, mais il y a vous aussi. C'est-à-dire que nous, on vit bien sûr avec ça, mais c'est vrai qu'il y a un boulot de dingue qui est fait derrière, et si vous n'étiez pas là, bah, on ne saura pas ce qu'on a. Donc voilà, donc je pense que il y a beaucoup de remerciements qui vont tomber dans la journée. Vous verrez ça passer sur Facebook. Moi, ça me va, c'est bien. On est là pour vous, hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est moi, le BBS, ça a changé ma vie pour plein de bonnes raisons. Donc, on va pas s'arrêter avant un paquet de temps. Je suis pas encore à la retraite. Non, non, c'est ça, c'est bien. Enfin, c'est ce qui a d'ailleurs surpris tout le monde, je crois, quand on vous a vu la première fois, parce que c'est ce que je vous avais dit quand je vous ai vu à Massy. On reçoit un papier d'un généticien, et je sais pas pourquoi on pense tous qu'il ressemble au doc dans Retour vers le futur. Enfin, moi, pour moi, vous ressembliez à ça, quoi. Donc, quand je vous ai vu arriver, j'étais surprise. Je dis, mais c'est son fils ou c'est vraiment Jean Muller? On s'attendait à. Il y en a plein qui se sont dit que Jean Muller, c'était un vieux, hein. Ah, mais c'est sûr, donc on est content parce qu'on se dit qu'on va vous garder un peu, et que du coup, vous aurez forcément une connaissance qui va ne faire que grandir. Et voilà, et ça va être top. Donc, on va apprendre plein de choses, parce qu'il y a encore. Alors, moi, j'ai une question quand même. Parce que on a encore, bon là, moi j'ai encore eu un retour, comme il y a eu des pertes de. On m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, donc j'ai une personne là qui s'était fait prélever. Bon, apparemment, son prélèvement aurait été perdu, d'après ce qu'on a compris. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais comment c'est fléché, parce qu'il y en a qui me disent non, mais moi, c'est bien, c'est Necker qui m'a fait mon prélèvement, donc c'est pas forcément signé vous, mais est-ce que forcément tout revient à un moment donné? Est-ce que tout ce patrimoine génétique arrive à Strasbourg? Ou est-ce qu'il y a un moment, c'est un peu perdu dans les méandres des différents services génétiques? Ça reste franchement un des défis à l'heure actuelle, je trouve, pour les maladies rares de manière générale, parce que avant, nous, on était organisés en réseau, c'est-à-dire que c'est parce qu'Hélène, à un moment donné, investi dans cette pathologie-là, Hélène Dollfus à Strasbourg, que la recherche s'est développée, qu'on a pu après monter le diagnostic, qu'on a pu faire tout ça. Et donc, on savait par avance que l'expertise BBS, c'était à Strasbourg. Ils le savent toujours, hein, pour la plupart des généticiens habituels. Et le problème, c'est que le médecin, ce n'est pas toujours un généticien, hein. Ça peut être un nephrologue, ça peut être. Voilà. Alors après, la communauté se connaît quand même plutôt pas mal. Mais voilà. Après, il y a ces outils génétiques, là, le séquençage à haut débit, tout ça, fait que, au bout d'un moment, à Necker, à Rennes, à Lille, ils vont avoir aussi les gènes BBS, ils vont les séquencer, ils vont trouver. Et c'est pas négatif dans le sens où ils nous piquent pas notre boulot, mais clairement, si on n'avait pas Cobalt, et c'est ça notre chance, si tout le monde adhère à Cobalt, ça revient nécessairement chez nous. Mais si tout le monde n'adhère pas, parce qu'en fait, il y a aussi cette difficulté de venir une première fois à Strasbourg qui reste complexe pour un bon nombre d'entre eux. Et du coup, ça veut dire qu'on perd quand même une manne d'informations un peu partout, quoi. Après, c'est de faire le lien entre nous, hein. On en a bien discuté pour la patiente de l'autre jour. Là, moi, je reprends le clinicien, il n'y a pas de problème. Moi, on peut se faire des briefings, on peut vérifier. Enfin, voilà, moi, je suis d'accord, c'est que normalement, cette connaissance-là doit être partagée. Et c'est dans le partage qu'on va aussi apprendre, et de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre à Tombouctou qui a identifié le même variant. C'est un niveau supplémentaire de preuve, etc., etc. Et donc, du coup, voilà, moi, je suis un peu triste de cette mouvance habituelle où finalement l'expertise elle est pas perdue, elle est mise en danger, mais on a les armes pour pouvoir on va dire le résister. Mais quand même, il y a un petit peu de ça. Il faut être vigilant pour ça. Moi, là, cette semaine, j'ai encore reçu un prélèvement pour une autre ciliopathie dont je m'occupe, qui est syndrome d'Alström. Il y a un gène, et j'ai reçu, c'est des collègues à moi, donc je les connais, hein, ils ont signé sur la plateforme du séquençage du génome Auragène, où je participe aussi, mais je n'ai pas vu passer ce résultat-là, et je le reviens, je vais le mettre dans ma base de données Cobalt aussi, parce que je vais faire la ségrégation chez les parents. Mais il y a des cas où ça ne reviendra pas chez moi, ou parce que, par exemple, la famille est perdue de vue, parce qu'il y a eu des déménagements, parce qu'il y a plein de bonnes et de mauvaises raisons, quoi. Donc, non, je pense que voilà, il faut communiquer entre nous, et l'association, c'est un super
un super canal de discussion pour ça, quoi. Ouais, et alors justement, je me posais la question, est-ce qu'il y a moyen de mieux flécher ça? C'est-à-dire que nous, à notre échelle, en tant qu'association, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Enfin, quelles actions on pourrait mettre en place dans notre communication? Puisque l'idée, c'est quand même aussi d'aller, et on bouge un peu en France aussi pour ça, pour faire connaître, l'association, faire de la sensibilisation au syndrome, même aux médecins. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire de séquencer, un équerre, mais au moins qu'à un moment donné, on dise: «Bon, j'ai séquencé». Bon, en même temps, vous, ça vous soulage un peu parce que si vous deviez tout faire, vous vous en sortiriez peut-être pas. Peut-être qu'ils auront aussi peut-être d'autres techniques ou peut-être de trouver d'autres choses. Enfin voilà, ça peut enfin il y en a toujours plus dans 2 cerveaux que dans 1, mais c'est vrai qu'au moins qu'à un moment donné, vous ayez cette connaissance. Ouais. Alors, bon, bah, simplement, ce que les adhérents soient OK pour partager leurs résultats et que vous ayez le droit de me les transmettre ou qu'ils me contactent. Et après, on vérifie si c'est quelqu'un qu'on connaît ou pas. Et puis, ben, là, voilà, on peut se mettre en relation là-dessus. Après, que tout le monde séquence, c'est effectivement pas un problème. Mais il y a quand même finalement un danger à ça, c'est que en fait, le syndrome de Bardet-Biedl, c'est quand même très rare, quoi. Et si moi, j'arrive plus à avoir assez de prélèvements, finalement, ça veut dire qu'il faut que je me débrouille pour pouvoir faire des séries de patients plus fréquemment, moins fréquemment, et du coup, il y a aussi un peu ça qui joue, quoi. Donc non, c'est pas totalement anodin. Après, maintenant, comme on va beaucoup sur le génome, finalement, je veux dire, moi, les collègues, par exemple, moi, je suis affilié à la plateforme à Lyon, qui s'appelle Oragène. Ben, moi, les collègues, hein, c'est des copains, donc on discute, on fait des interprétations. Si jamais il y en a un qui tombe par hasard sur un BBS et que c'était pas moi, parce que c'est pas, évidemment, c'est pas écrit hein, sur le numéro des prélèvements des patients, ça va être un BBS. Et ben, en fait, il demande mon avis, puisqu'on discute entre nous. Donc, il y a à la fois des avantages et des inconvénients. Ces nouvelles plateformes permettent de connecter beaucoup plus les biologistes. C'est plus comment dire, c'est plus le fait que des patients soient faits en direct dans les CHU qui font qu'on peut éventuellement perdre ça. Donc, il faut qu'on trouve, mais ça, c'est un travail national aussi à faire entre les biologistes moléculaires, de se tenir informés. Et moi, je porte ça aussi parce que je trouve que c'est inquiétant. À l'ANPGM, donc je fais partie du CA de l'ANPGM, qui est l'Association nationale des praticiens en génétique moléculaire, donc tous les biologistes en fait de France en génétique. Et c'est un sujet que je vais porter là-bas, quoi. Parce que je trouve que notre activité est effectivement un peu mis à mal par ça et on va perdre cette intelligence-là, quoi. Donc, il faut qu'on trouve un moyen, et je n'ai pas dit qu'on l'a forcément, mais il faut qu'on trouve un moyen, à un moment donné, faire ça, quoi. Et justement, on reparlait de Cobalt, parce que là, la question vient d'être posée dans le chat, parce que Michel est nouvelle adhérente, mais c'est bien, comme c'est enregistré, qu'on fasse quelques mots sur Cobalt et l'importance de Cobalt, justement. Et donc, du coup, moi Cobalt, alors Hélène, elle essaye, hein, on en a discuté plusieurs fois, hein, chaque fois, j'ai la challenge là-dessus, sur le fait qu'il y ait besoin de faire c'est pénible d'avoir cette besoin de signature en local, bon, ça, c'est comme ça. Après, encore une fois, hein, les données de génétique peuvent être partagées sans avoir besoin du prélèvement, quoi. Donc, la base de connaissances se fait aussi comme ça. Et puis, on peut partager ces données avant de faire un rendez-vous 2 ans après, hein. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a pas de souci particulier, quoi. Ou alors, C'est-à-dire qu'une personne peut partager donc son résultat génétique, le papier, le compte-rendu qu'elle a eu au niveau génétique, et ça peut remonter jusqu'à chez vous sans forcément qu'elle vienne à Strasbourg pour faire son prélèvement, sa biopsie. oui, ça veut dire que moi, je connaîtrai les mutations, mais elle ne sera pas inclue dans Cobalt, on n'aura pas eu les prélèvements supplémentaires, Voilà. etc. Mais c'est une première partie qui est facile puisqu'elle est dématérialisée. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, C'était la question que j'avais posée. Oui, pareil. Parce que Ouais. moi, c'est pareil, je l'ai fait à l'hôpital des 15-20 et j'ai attendu depuis longtemps. Ben, je l'ai eu récemment en papier. Et je ne sais pas si Véronique, elle pourra vous le partager. Si. alors, normalement, alors en théorie, alors bon, ça c'est des trucs aussi, alors je vais essayer de ne pas me tromper au niveau législatif, mais le résultat, c'est le vôtre. Il appartient en fait à vous, hein, vous avez le droit de le partager si vous voulez. Moi, en général, quand on est plusieurs professionnels de santé comme ça,
En général, il faut que je demande au clinicien s'il est d'accord de partager son résultat. Par exemple, si vous déménagez, le clinicien doit demander à vous si vous avez le droit, si vous autorisez le partage du Du résultat. avec un autre professionnel de santé. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Et j'ai une question aussi justement par rapport à Cobalt. Moi qui est justement habitant de La Réunion, est-ce que le laboratoire qui a ouvert à pas longtemps ici à La Réunion, qui est, je crois, que l'un des plus aux pointes de France, si je ne me trompe pas, peut faire remonter des analyses vers vous directement? Ah oui, je pense qu'ils le font en général, il n'y a aucun problème. Ouais, ouais. Oui, mais tu ne seras pas dans Cobalt. C'est ça. Parce que Ouais. donc, c'est l'inconvénient, c'est la signature. Après, il faudrait voir. Bon, tout est toujours relatif. Je vais en discuter avec Hélène pour voir un petit peu si on ne pouvait pas avoir plusieurs étages dans la participation, dans le sens, il y a la partie génétique qui est hautement dématérialisée, hein, c'est facile. Et après, peut-être que ça se débloquera aussi avec le temps, hein, ce côté où finalement vous pouvez aller signer dans un autre CHU et qui finalement permettra d'avoir quand même les prélèvements. Quoi. Oui, avoir un résumé où tout reviendrait vers vous automatiquement. Voilà, c'est ça. Ça sera plus simple aussi pour nous, hein, parce que Strasbourg, parfois, c'est pas à côté. Donc, Ouais, moi j'entends tout à fait. Alors après, il y a aussi autre chose. C'est que Cobalt, c'est une chose qui est une entité qui permet de faire de la recherche et d'avoir tout qui est OK. Après, moi, les prélèvements, les biopsies de peau, les choses comme ça, quand on a besoin d'en faire pour une validation au niveau du diagnostic ou autre, bah, je veux dire, ça, on l'a toujours fait. Hein. Il y a un cadre supplémentaire qui est extrêmement bien géré pour Cobalt, mais nous, notre labo de diagnostic, il gère des biopsies de peau ou autres pour confirmer des variations ou réceptionner de l'ARN. On le fait toujours au niveau du diagnostic. Et c'est un petit peu ça l'avantage du côté flou entre la partie diagnostic-recherche. Tant vous consentez, vous, à ce que le prélèvement soit utilisé pour votre diagnostic et aussi utilisé pour la recherche, finalement, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que dès qu'on va se lancer dans des recherches qui sont plus compliquées, comme par exemple, peut-être que Hélène en avait parlé à l'AG, tout ce qui est organoïdes, des choses comme ça, qui nécessitent des consentements supplémentaires, ça, on ne les aura pas sur un consentement pour le soin, vous voyez. Mais sur un consentement pour le soin, il y a toujours, en général, la case, quoi. Mais je pense que ça, c'est une question qu'on peut faire remonter et vraiment, on doit avoir un accès aux soins qui est égalitaire. Donc, s'il y a un problème, c'est peut-être un levier qu'on peut faire remonter et notamment, effectivement, la distance. Là, on parle de l'île de la Réunion. Évidemment que ce n'est pas le même délire que si vous habitez à Paris où le TGV c'est 1h45. Quoi. Donc, et ça ne devrait pas être une différence. Quoi. C'est ça, et c'est ça qui freine, parce qu'en fait, on a quand même, pour en parler avec beaucoup, franchement, je pense que tout le monde est très motivé à faire avancer la recherche par rapport à son syndrome. Donc, vous auriez beaucoup plus de monde s'il n'y avait pas cette case à cocher de il faut passer par Strasbourg. Quoi. C'est sûr que si on arrivait à le faire différemment, ça serait beaucoup plus facile. Pour les remontées des analyses justement génétiques, étant donné, comme vous disiez, qu'elles sont propres à chacun et que c'est très... qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce que moi, légalement, si on me dit, vas-y, tu peux transmettre à Jean, j'ai le droit de le faire et il n'y a pas de problème avec ça à partir du moment où j'ai l'autorisation? Ou est-ce qu'il vaut mieux que chacun passe par son médecin et qu'il vous les remonte je sais pas. Je réfléchis. Moi, je me dis... Excusez-moi, moi, j'avais demandé à mon ophtalmo au 15-20, à l'hôpital des 15-20, comme je suis suivie là-bas. J'avais demandé si c'était mieux que je sois suivie à Strasbourg. Ils m'ont dit que c'était pas la peine, qu'ils faisaient tout là-bas, en fait. Donc, si on attend l'accord du médecin, je pense que ça peut être compliqué parce peut-être qu'ils vont pas être d'accord, en fait. Oui, alors ça c'est pas faux, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai qu'ils n'ont pas tort non plus dans le sens où ça dépend de quoi on parle. C'est vrai que s'il n'y a pas de doute sur les mutations, si le suivi, c'est pas la peine de nécessairement faire un suivi ophtalmo si ça a déjà été fait, etc. Vous êtes pris en charge cliniquement à Paris. Bon, ben voilà, vous êtes pris en charge à Paris, les spécialistes sont présents aussi, quoi. Mais après, il voit peut-être pas, la clinicienne ne voit peut-être pas l'intérêt de partager les données génétiques, par exemple. Et alors que si, je dois certainement les connaître, donc
s'ils disent, voilà, on serait intéressé de participer à Cobalt d'un point de vue ne serait-ce que partager les mutations, ben, ça, ils ne peuvent pas s'opposer de toute façon. Ils le feront en plus, à mon avis, sans aucun souci. Maintenant, encore une fois, comme c'est votre résultat, je pense qu'il n'y a pas de souci pour vous le partager. C'est vous qui êtes décisionnaire, en fait, normalement. Donc, mais il À faudra... la limite, peut-être que je mets peut-être un... Parce que moi, je laisse son résultat à Fatma qui parle, là, justement, parce qu'elle me l'avait transmis, parce que c'est très récent. On en avait parlé d'ailleurs, puisque c'est ARL6, et que justement, elle a posé la question tout à l'heure, puisque c'est une mutation de DS3, sachant qu'elle n'est pas de l'île de la Réunion, et que du coup, ça m'avait même étonné moi-même. Mais bon, il n'y a pas que des BBS3, ils ne sont pas tous à la Réunion non plus, hein, il y en a en France, preuve en est. Mais voilà. Mais du coup, moi, je l'ai sous les yeux, son résultat. Donc, est-ce que si on veut vraiment s'ouvrir, on va dire, en termes de légalité, Fatma me fait un petit mot pour dire je t'autorise à passer mon résultat à Jean Muller et moi, je vous le fais passer. À mon avis, légalement, ça doit être mieux que ce soit chacun individuellement qui l'adresse. Donc, il faut peut-être juste, on peut le faire là au cas par cas, mais je vais essayer de poser la question pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. D'accord. Sinon, est-ce que je pourrais avoir votre adresse mail Oui, et comme ça, j'allais je vous dire, le mais ferai avant qu'on fasse... directement. Ouais, je vais juste vérifier un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer ça. J'ai juste posé la question à Hélène. Est-ce que la biopsie s'est fait dans quel cas? Parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait une biopsie, en fait. Ils m'ont fait juste le prélèvement génétique pour identifier le gène, je sais Ouais, plus, en 2011 ou en 2012, parce que ça a été très, très long pour le temps qu'ils trouvent le gène. ouais. Et j'ai attendu 4 ans pour avoir le papier génétique. Donc, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait une biopsie, ça me dit rien du tout. Et c'est Bon, dans alors quel... la biopsie, c'est pas quelque chose qu'on demande systématiquement. Pourquoi? Parce que si jamais on identifie des mutations dont il n'y a aucun doute, entre guillemets, pour le soin, pour le diagnostic moléculaire, il n'y a pas besoin de plus. Ok, parce que moi, après, par la suite, pour la confirmation du gène, ils ont juste fait les prélèvements génétiques chez mes parents, Ouais, juste pour être sûr. voilà. Mais on n'a pas fait de Je biopsie. connais pas, je n'ai pas en tête les mutations, parce que bon, voilà, mais peut-être qu'il n'y avait aucun doute et ce n'est pas nécessaire. Peut-être qu'il y a besoin, je leur fais confiance, mais bon, sait-on jamais. Et par contre, pour ce qui est de la recherche, ça, la biopsie de peau, c'est pour ça que dans Cobalt, il y a un côté systématique. L'idée, c'est de le faire pour tout, parce qu'on n'a peut-être pas en tête, à l'heure actuelle, tout ce qu'on va vouloir faire dans 5 ans. Et peut-être que dans 5 ans, on aura besoin d'aller regarder tous les interactions des ARN dans les patients BBS3, vous voyez. Et donc, du coup, c'est pour ça que... Mais est-ce que la biopsie, je pourrais pas le faire sur Paris et qu'il vous l'envoie, qu'il l'envoie à Strasbourg, en fait il n'y a pas une autre solution, en fait, d'aller venir à Strasbourg Et ça, il faudrait qu'on voit. C'est justement ça. Alors, en tout cas, pour le moment, à l'heure actuelle, d'un point de vue recherche pour intégrer Cobalt, la réponse, c'est non, puisqu'il y avait cette première visite qui était obligatoire. On va de plus en plus essayer de le pousser vers ça. Il y a eu des révisions des lois pour ça, mais je ne suis plus au fait. Moi, je discute avec Nathalie Goetz, l'attachée de recherche clinique qui gère ça. Mais oui, oui. Après, pour le moment, voilà, si vous êtes dans l'association, on peut toujours le faire plus tard. Voilà. Mais je vais demander un petit peu quel est le cadre nécessaire pour qu'on vérifie. Et puis voilà, quoi. Mais normalement, vous êtes capable de me partager directement vos résultats. Il n'y a pas de raison, quoi. Là, je tiens un message dans le chat. Ouais. Oui, c'est ça. On fait comme ça, Michel, il n'y a pas de souci. Même pour Cobalt, je pourrais vous expliquer, il n'y a pas de problème. Après, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait une fois évoqué, alors je le dis là, mais je ne sais plus, de faire ça un jour, une AG, quoi, où on ferait ces prélèvements et qu'on ferait signer sur place avec Hélène. Peut-être que si on le prépare à l'avance et que nous, on arrive à s'organiser pour avoir les infirmières, tout ça, on pourrait faire une AG à Strasbourg, par exemple, quoi. Il ferait qu'on ait ce truc-là. Mais j'imagine que si Hélène, l'investigatrice principale, se déplace à un endroit qui a les professionnels, etc., j'imagine que ça doit le faire. Mais ça s'organise quand même, quoi. Une sorte de mission commando où on va prélever tout le monde qui sera présent et tout le monde fait l'effort d'être là. Et il faut forcément... Oui, oui, parce qu'il ne faut pas trimballer les prélèvements, j'imagine. On ne peut pas faire ça ailleurs qu'à Strasbourg.
Non, bah ça peut se trimballer, mais il faut pas que ce soit. Il faut avoir prévu le matériel pour que ça se trimballe. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que je sais on y avait réfléchi parce qu'Hélène m'avait posé la question par rapport même au nouveau bâtiment. Ça aurait été sympa de faire un truc. On avait parlé justement des salles que vous aviez. Et c'est vrai que je sais que Strasbourg, pour certains, enfin, je vais en perdre pas mal au passage. Ça fait trop loin, trop de frais, surtout. C'est ça le problème, c'est les frais. Faut arriver la veille, il faut le train, enfin, voilà, c'est des déplacements qui sont très longs. C'est vrai que cette année, c'est Massy. Voilà, vous connaissez la date, hein, vous l'avez déjà. S'il y a moyen de mettre ça en place, ça pourrait être intéressant. Enfin, là, ça nous laisse du temps, hein. On est que le 1er mars, l'AG, c'est le 18 novembre. Donc, c'est vrai qu'on a pratiquement, voilà, on a quelques mois devant nous là pour organiser ça. Ça pourrait peut-être être pas mal aussi parce que ça pourrait être aussi un moyen de recruter sur place parce qu'il y a des gens qui viennent en AG qui ont des difficultés des fois Ce qu'il faudrait, à s'organiser pour Strasbourg. il va falloir au moins un autre médecin pour faire la biopsie. Ouais. Et après, il faut qu'on prévoie ce qu'il faut au niveau matériel pour pouvoir les stocker. Ouais. Ce qui n'est pas du tout impensable, hein, ça voyage bien. On a eu des biopsies de peau de l'île de la Réunion, hein, c'est juste de prévoir ce qu'il faut. Oui, voilà. Après, ce qu'il faut aussi, c'est regarder d'avoir en fait un qui sera présent pour qu'on voit si on a juste 2, bah, c'est peut-être pas besoin de s'embêter à préparer toute une grosse. Alors que s'il y en a 15 ou 10, ou je ne sais pas, il faut en tout cas vérifier sur qui a l'intention de venir, est-ce qu'on a déjà des prélèvements ou pas, pour pas... Oui, c'est ça. Parce que si effectivement, sur les 60, en règle générale, on tourne aux alentours de 60-70 en termes de présence, si là-dessus, vous en avez 50 qui sont déjà dans la cohorte, ça ne sert peut-être à rien de faire tout ça, quoi. Mais effectivement, si on le sait, puisque nous, on commence à en parler même là en septembre, donc là, d'ici septembre, si on arrive à s'organiser là-dessus et qu'on peut déjà communiquer là-dessus, ça pourrait peut-être être intéressant. Et déjà de savoir, peut-être même avant, ouais. Si on sait que c'est possible, nous, on peut déjà commencer à voir qui sera là pour pouvoir gérer. Ouais, je suis d'accord. Bah, à voir, je vais essayer Pour les noms. Ouais, je vais en discuter avec les gens pour voir ce qui est faisable. Et puis, Ouais. Peut-être une piste. Bon, Yanis, il faudra venir de La Réunion. Du coup, ça fera d'une pierre deux coups, tu vois. Ah, on t'entend pas, Yanis. Non, t'as toujours le micro coupé, Yanis? Ah. Là, tu m'entends. Voilà. Oui, pardon. Ouais. Je dis, il faudra faire une cagnotte pour venir me voir. C'est ça, il faut faire une cagnotte litchi. Mais non, t'avais dit que t'allais y penser quand même. Ça serait sympa que tu Oui, sois non, là. je suis en train de voir là, je suis en train de regarder déjà. Bon. Ah, ça serait l'occasion. Mm. Bon, est-ce qu'il y a des... Non, j'avais une dernière question, mais c'était par rapport au traitement de l'obésité, contre l'obésité. C'est pas Jean, ça. Ouais. Non, traitement. Non, mais je dis, c'est pas Jean qui s'occupe du traitement de l'obésité. Ah, d'accord, ok, d'accord, pardon. J'avais reconnu ta voix, Fatma, quand même. Okay, d'accord, ça marche. Donc, tu me fais un vocal sur WhatsApp et je te dis ce que je sais ou je t'oriente sur la bonne personne. Ok, ça marche, merci. Et juste une question aussi, Véronique, le résultat de Fatma, c'est un résultat recherche ou diagnostic? Diagnostic, normalement, parce que déjà, ils ont mis longtemps à le trouver. Attends, des fois, on a des surprises. Ouais, parce qu'il y a une grande, à Paris, notamment au 15-20, il y a une grande, à juste titre, beaucoup de labos de recherche et pas forcément de laboratoire diagnostic. Résultat génétique. C'est marqué. Comme discuté en consultation, vous trouverez ci-joint votre résultat génétique. Ok, parfait. Bah, c'est super. Voilà. Identification du variant. Donc là, il est vraiment identifié à l'état homozygote. Voilà. Non, il serait intéressant à rapatrier celui-là. Oui, oh. Voilà. Est-ce que du coup, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, parce que là, il faut vraiment que je filme dans 2 minutes. Mais, Bon, bah, voilà, on a fini. Bah, merci. C'est bien, en tout cas, pour moi. Merci, Oui, Jean. merci beaucoup, parce que je Merci. suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de pathologies ou de maladies qui ont accès comme ça aux chercheurs
de pouvoir voir les chercheurs et discuter avec eux quand même, je pense. Merci beaucoup. Pour votre disponibilité et puis l'espoir que vous pouvez apporter aussi, hein. Parce que c'est ça qui est bien, et tu fais bien de le dire, Céline et Françoise. C'est vrai qu'on a, moi, c'est ce que j'ai pensé en tout cas au départ, c'est que c'est une maladie rare. Donc au début, quand on se prend ça dans les dents, forcément, on se sent un peu largué et on a l'impression d'être tout seul. Et en fait, quand on voit, bon, l'équipe, enfin, tout ce qui se passe et l'investissement, parce que des fois, on ne le voit pas forcément, parce qu'on a l'impression que c'est long. Donc forcément, les gens se disent: «Oui, mais c'est long, oui, mais ça va pas, il y a ça» et puis on n'a pas cette réponse et cetera. Mais c'est un tel boulot et c'est une telle complexité aussi, ce syndrome, donc c'est pas simple. Et je pense qu'on a quand même, c'est bien de le souligner, qu'on a la chance quand même d'avoir des personnes comme vous, justement, qui sont impliquées et qui ont cette résilience par rapport à cette complexité-là. On a de la chance de vous avoir, quoi. Ouais, mais je veux dire, c'est déjà assez compliqué pour vous si on peut au moins être, que ce soit un peu plus cool et qu'on rigole pour d'autres aspects, hein, je veux dire, c'est presque la moindre des choses, je vais dire, mais bon, après, moi je le fais Bah, avec. tout le monde ne pense pas comme vous, en tout cas, donc c'est vrai que, bah, en tout cas, nous, ça nous fait du bien et de savoir, voilà, qu'on peut compter sur vous et puis d'avoir cette disponibilité. Bon, on n'est pas très embêtant, mais mais du coup, c'est vrai quand on peut, échanger comme ça, c'est super précieux parce que, là, vous avez répondu à plein de choses. Je pense qu'on a vraiment fait le tour d'un tas de questions. Non, non. Heu, Celui, je ne prends pas de voyager. ah non, je pensais qu'il y avait, Bon, là, je me sauve parce que sinon je vais être en retard. voilà, allez, ça marche. Merci beaucoup, Jean, merci à tous et puis, bah, à bientôt.